Nouveauté à l'émission, les accros du micro reçoivent cette semaine, Jean-Marie Lapointe. Jean-Marie Lapointe, animateur, auteur, conférencier. Tu es né en 1966 à Montréal. Tu débutes ta carrière de comédien dans les années 80. On retient entre autres tes rôles à la télévision dans Lance et Compte, Chambre en ville, au cinéma dans L'Homme idéal et Le 7e round. Plus récemment, on t'a suivi à l'animation des séries documentaires Fin de mois et Face à la rue, pour laquelle tu as remporté le Gémeaux de la meilleure animation de magazine d'intérêt social en 2018. Ambassadeur, porte-parole, mentor, tu es depuis toujours impliqué dans plusieurs causes sociales comme le défi sportif Altergo pour les personnes ayant des limitations ou handicap, la maison L'Éclaircie qui vient en aide aux personnes ayant des troubles alimentaires, les centres Le Grand Chemin pour adolescents souffrant de toxicomanie, l'hôpital Sainte-Justine et tout ce qui concerne les personnes en situation d'itinérance. Tu es l'auteur de 4 ouvrages, dont un récit autobiographique sur la relation avec ton père, l'auteur, compositeur, interprète et acteur Jean Lapointe. Et en 2017, le gouverneur général du Canada te remet la médaille du souverain pour les bénévoles en reconnaissance de ton implication dans les causes humanitaires et sociales. Jean-Marie Lapointe, bienvenue aux accros du micro. Merci d'être avec nous. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Merci pour cette belle présentation. Je veux dire, wow, finalement, j'ai pas juste fait des niaiseries dans la vie, j'ai fait des bons coups. Ben, ce qu'on retient, entre autres, c'est qu'on peut dire que tu es vraiment un amoureux de l'humain. Je pense que c'est ce qui transparaît dans tout ça. À quel moment dans ta vie as-tu senti cette vitale connexion à l'autre? Écoute, je vais te répondre avec une autre question. À quelle température l'eau commence-t-elle à bouillir? Intéressant. Oh, ça remonte loin, la situation. Moi, je sais pas. Hey, À Alex, 100! cherche pas loin. 100. Attends une minute. Elle bout à 100, Oui. mais elle commence à bouillir à quelle température? Oh, ça, c'est vrai, on a manqué cette petite subtilité dans la question. Hey, Ouais, ça, c'est ça. Donc, c'est soit que vous n'êtes pas du tout ferré en physique puis en chimie. pas en tout. J'ai jamais fait ça. Honnêtement, on n'a pas besoin d'être scientifique pour penser que c'est vrai. Dès que je mets de l'eau dans la casserole, je la mets sur le rond puis je le pars, elle commence à bouillir. Ouais. Donc, ça veut dire que C'était le une question processus commence bien avant l'ébullition. Alors, pour répondre à ta question, à quel moment, moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'humain, la connexion avec l'humain, mais ça remonte à ma tendre enfance. Et si tu creuses dans l'enfance, c'est aussi mon rapport avec l'adulte, mon rapport avec la maladie, parce que j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais très, très jeune, mon rapport avec la souffrance, étant donné que je viens d'une famille qui a été affectée par des troubles de l'addiction, de la dépendance. Donc, c'est sûr que tout mon vécu m'a amené à développer une certaine, j'allais dire, une sensibilité. C'est le mot aussi que j'allais dire, ouais. Alors forcément, si tu es hypersensible par l'extérieur, par ce qui te touche, par les épreuves, mais tu vas être aussi sensible à toi, tu vas être sensible à ton âme, à ton cœur, donc au cœur de l'autre. Tu peux pas être insensible aux autres puis être hypersensible à toi. Tu sais, ça se peut pas, ça. Si Ben, ça peut s'appeler de l'égoïsme. Oui. Hein? Ça peut s'appeler de l'égoïsme, peut-être un peu ça, des gens qui J'irai sont... pas dans l'analyse oui. psychologique de l'être humain, mais ce que j'allais te dire, c'est que on voit souvent le lien quand la personne s'aime, quand la personne est en contact avec ses émotions, elle a tendance à l'être avec les autres. Absolument. Donc, si je suis complètement déconnecté de moi, comment veux-tu que je sois connecté aux autres? Donc, je te dirais que c'est l'histoire de ma vie, c'est mon histoire de souffrance, c'est mon rapport avec la souffrance qui m'a mené à m'intéresser à l'être humain. Donc, autant les lectures que j'ai pu faire, les démarches thérapeutiques, les rencontres avec les gens qui m'ont éveillé à mon cœur, à mon âme, à leur cœur, à leur histoire, ben, tout ça a contribué à être le Jean-Marie que vous avez tous les deux devant vous ce matin. Donc, c'est là que je trouve ça important de jamais renier nos histoires de souffrance, puis au contraire, plus on les embrasse, plus on les touche et elles nous touchent, plus on est capable de regarder nos peurs en pleine face, mieux on va être capable de le faire avec les autres. C'est la base. Est-ce que tu vois ça vraiment comme une mission personnelle pour toi? Parce qu'on sait que là, tu as réalisé, depuis l'enfance, tu veux aider les gens. C'est un objectif pour toi. Mais est-ce que tu vois ça comme une mission?
est-ce que selon toi, tu peux dire, une fois que ça va être fait, là, ta mission va être accomplie, aider les autres? Ah, c'est une belle question, Alexandre. Je te dirais que j'ai lu il y a quand même plusieurs années une phrase de Richard Bach qui a écrit Jonathan Livingston, le goéland, puis il avait dit, voici un petit test pour vérifier si votre mission sur Terre est terminée. Ben, si vous êtes en vie, c'est qu'elle ne l'est pas. Donc, OK. la mission se dévoile à nous à tous les jours jusqu'à notre toute dernière expiration. Alors, est-ce que la mission, parce que la vraie sous-question qu'on pourrait creuser ensemble tous les trois, c'est est-ce que la mission, je l'ai trouvée ou c'est elle qui m'a trouvé? Hein? Je Et ne à sais cela, pas. à cela, tu répondrais quoi? Non, tu sais pas? Mais je pense que c'est un mélange des deux. Ouais. Alors, cette sensibilité de l'être humain que j'ai à moi, en moi, cet intérêt pour l'humain, c'est sûr que il est beaucoup plus approfondi et mis à jour ou au jour quand je fais des projets avec, mettons, l'itinérance, la pauvreté, les personnes handicapées, mes conférences aussi, les projets de livres aussi qui traitent de ça. Tout est interrelié. Donc, est-ce que ça fait partie de ma mission? Probablement. Est-ce qu'elle se définit, cette mission-là, à tous les jours? Assurément. Par contre, je le sais que l'expression être sur son X, c'est peut-être galvaudé, mais moi, c'est sûr que cette expression-là, ben, je m'identifie totalement parce que ce que je fais présentement, ce qu'on est en train d'échanger, c'est complètement dans le continuum de la même mission, c'est Ouais. l'être humain. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être un meilleur être humain, un être humain plus bon, plus plein d'humanitude, comme dirait Serge Marquis, et quels sont les projets, activités, les choses que je peux faire qui vont mettre en action cet intérêt-là pour l'humain, ça va me nourrir. Alors, comme je suis là-dessus, ben, je peux pas être ailleurs. Je suis vraiment dans mes baskets, sur la bonne track. Et est-ce que je l'ai choisi quand j'étais jeune? Non. Mais est-ce que j'ai été à l'écoute de ça? Oui. Est-ce que j'ai été à l'écoute de ce qui se manifestait? Puis, il y a une phrase qui dit, de Parker Palmer, il dit, c'est pas important ce que tu veux faire dans la vie, mais plutôt d'écouter ce que la vie veut faire en toi. Alors, qu'est-ce que la vie veut faire en moi? C'est de ça dont on parle aujourd'hui. De se tourner vers les autres. Parce qu'en quelque part, je me souviens dans une émission, tu as déjà dit aussi, tu as cité un maître tibétain bouddhiste qui avait dit, si tu veux être misérable, pense juste à toi. Si tu veux être heureux, pense aux autres. Alors, c'est un peu le leitmotiv aussi de ta vie. Puis je pense ça devrait probablement l'être pour plusieurs personnes. C'est ce que tu souhaites répondre en quelque sorte. Ben, c'est clair, mais ça, cette belle phrase-là, tu peux l'apprendre par cœur parce qu'elle a de l'allure dans un livre, mais il n'y a rien de plus puissant quand tu mets quelque chose en application et dans le concret, tu as la révélation. Et effectivement, plus je pense juste à moi dans ma vie, parce que j'ai plein d'exemples que je peux nommer où j'ai été trop égocentrique, je le sais que ça m'a amené à être souffrant et à faire souffrir des gens aussi. Mais par contre, l'inverse est aussi vrai. Plus j'ai impliqué l'autre dans mes décisions, Krishnamurti a dit, entre deux options, choisis toujours la plus généreuse. Alors ça, quand tu mets en application cette générosité-là envers toi et envers les autres, tu ne te trompes jamais et c'est rarement une décision juste de tête. Parce que ça me fait penser, tous les jours sur tes réseaux sociaux, tu partages des citations justement, des proverbes, des pensées, des réflexions. Tu deviens comme un bel émissaire de bonté et de générosité, mais je serais curieuse de voir à ceux qui pourraient penser ou dire que toutes ces pensées-là peuvent tomber dans la pensée magique. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Ben, je te dirais que ça peut, mais mon Dieu, je le vois beaucoup plus. Attends, là, c'est parce que je vois une notification, c'est écrit votre micro par défaut, vous m'entendez toujours bien. Hein? Oui, on il y a t'entend. juste eu une petite seconde. Vraiment Ça, pas c'est grave. monté, puis c'est normal, il n'y a pas de problème. OK, écoute, je te dirais que oui, ça peut être de la pensée positive ou de la pensée magique, mais ça touche beaucoup plus de la psychologie positive. Ça plonge ses racines encore beaucoup plus et on s'éloigne de la pensée magique. Parce que tu sais, la pensée magique, combien de gens que je connais ont lu le livre Le Secret, Ouais. et là, ils ont juste à se fermer les yeux, puis ils mettent les mains sur le volant d'une Ferrari, puis pouf, 3 ans après, ils ont fait. Ça marche pas de même. Non, non. Non, Ça non, marche non. pas de même. C'est pas vrai. Ça, c'est de la pensée magique. Ouais. Puis c'est facile de tomber là-dedans parce que
il y a plein de livres qui sont distribués dans les librairies, plein d'auteurs écrivent là-dessus et ça marche parce que ça fait vendre les livres. Ça fait rêver. Ça fait rêver, exactement. Ouais. Si j'avais la recette secrète dans un livre qui te disait, ma belle, tu vas être riche, tu vas être belle, tu vas avoir toutes les personnes à tes pieds, tu vas être hyper puissante, ce livre-là, ça serait un best-seller en dedans d'une semaine. Mais sont où les racines de ces enseignements-là, puis ça plonge dans quoi? Moi, je te dirais, j'aime beaucoup plus la philosophie positive, puis la philosophie bouddhiste, tu as nommé un Rinpoché tantôt, qui passe par l'expérience. C'est du concret. Tu sais, le Bouddha, là, il a atteint l'éveil, c'est un être éveillé. Jésus aussi, c'est la même chose. On a eu des grands maîtres, mais les grands maîtres, là, sont pas venus éveiller du jour au lendemain. Alors, les disciples qui suivaient Jésus, les disciples, les moines qui suivaient Bouddha, s'ils voulaient atteindre un certain niveau d'éveil spirituel, il fallait qu'ils s'assoient sur un coussin puis qu'ils méditent pendant des heures et des semaines et des mois et des années. C'est la même chose avec Jésus et ses disciples. Quand tu lis l'Évangile selon Saint Jean, selon Saint Matthieu, peu importe, tu réalises que, attends une minute, là, c'est pas juste une affaire de 2 semaines parce que je me suis tenu avec Jésus puis j'ai fait le party avec. Non, 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 non. Il y a de la pratique. Il y a des enseignements qui ont été transmis et l'enseignement le plus puissant, c'est celui aussi que tu incarnes. Donc moi, quand je publie des choses sur les réseaux sociaux, c'est que non seulement j'y crois, mais ça me fait du bien. Hein? On dit souvent, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre puis de mettre en application. Alors moi, cette espèce de rituel que je fais à tous les jours, c'est aussi mon propre entraînement de l'esprit, mon entraînement du cœur à être un être humain plus sensible, plus complet, plus équilibré. Et je me dis, et si ça fait du bien à d'autres, go. Ouais, pourquoi pas. Absolument. Mais moi, on s'est parlé avant l'entrevue par téléphone et je t'ai entendu dire à quelqu'un, veux-tu une boule de bonheur? Ouais, non. Puis là, je me dis, ben, peux-tu expliquer à ceux qui ne savent pas c'est quoi une boule de bonheur selon toi? Parce que ça aussi, c'est un beau geste aussi. Ah ouais, t'es cute. Hey, écoute, ça se peut que je devienne ému parce que j'en ai distribué beaucoup hier de boules de bonheur. On aime ça. Parce qu'on était dans le temps de Pâques. Hein? Ouais. C'est du vrai. On veut, là, si des larmes coulent, ça va couler, moi aussi. Inquiète-toi. Parfait. Moi, je suis excellent. On veut l'authenticité, c'est bon. Oui. Écoute, des boules de bonheur, c'est des petites boules de chocolat. Je vais faire une publicité gratuite pour les chocolats Lindor, les petites boules Lindt Lindor. Oui. J'en ai dans mon auto et là j'en avais plein en fin de semaine parce que je me suis promené dans la rue pour Pâques. On a fait la tournée des rues dans Montréal, dans les quartiers un petit peu plus défavorisés où il y a beaucoup d'itinérance, beaucoup de problèmes de santé mentale. Puis on s'est dit, ma gang et moi, André, Émilie, écoute, on était une belle gang, là, Anna. On se promenait et puis Emmanuel, on était un groupe de 5 personnes où on avait ramassé bien des chocolats puis on faisait la distribution parce que Pâques, c'est pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont peut-être plus de contact avec leur famille. C'est pour ceux qui ont peut-être même plus de maison. C'est Pâques pour eux. Alors, on a voulu réjouir un petit peu les visages un peu tristes qu'on voit dans la rue. Puis, à Montréal, dans les grandes villes, à Québec, dans les grandes villes du monde entier, c'est impossible de ne pas côtoyer l'itinérance à un moment donné. Et ça m'arrive de leur donner de l'argent, ça m'arrive de leur donner de la bouffe, mais ça m'arrive de leur donner ni l'un ni l'autre parce que j'ai pas ça avec moi. Mais de ce temps-là, surtout l'hiver, tu peux te garder du chocolat dans le char puis il fondra pas. Ben non. Donc, j'ai dans une espèce de sac à côté de moi des boules de bonheur. Puis en fait, cette expression-là est sortie, je pense, presque en même temps que je t'ai parlé ou une journée. Ah, c'est pas quelque chose qui date! Ah, non! C'est sorti de même. Wow. Je disais, écoute, man, je baisse ma vitre. Puis il y a quelqu'un qui vient quêter autour de moi. Et je dis, écoute, j'ai pas d'argent, mais j'ai pas de bouffe, mais ça te tente-tu un petit morceau de chocolat? J'ai jamais vu un gars dans la rue refuser un morceau de chocolat. Surtout pour beaucoup d'entre eux qui ont plus de dents. C'est facile à mâcher. Ben oui, ça fond, puis c'est ça. Puis, exactement. Alors, à un moment donné, quand j'ai vu ces boules-là, ça m'est sorti à un moment donné, hey, ça te tente-tu d'avoir une boule de bonheur? Mais c'est quelque chose gars. que tu faisais déjà depuis longtemps, dire aux personnes en itinérance, veux-tu une boule de bonheur, ça, pour redonner le sourire à cette personne durant cette journée-là. Je savais pas que c'était quasiment du. Je pensais pas que c'était... On vient de créer quelque chose, là. C'est parfait. On vient de te mettre. C'est juste un petit geste qui, j'aime beaucoup la phrase, qui fait une différence plutôt que d'être dans l'indifférence. Parce que les gens de la rue, malheureusement, trop souvent, on va être indifférent. Puis je dis indifférent.
On n'est jamais indifférent. On fait semblant d'être indifférent Exact. parce qu'on est mal à l'aise, parce qu'on Ouais. en a peur, parce qu'on est dans le jugement, parce qu'on sait pas quoi dire, qu'on sait pas quoi faire. Donc, on dit, oh non, je suis indifférent à l'itinérance. C'est impossible. Tu ne peux pas être indifférent. C'est que tu vis quelque chose, mais tu réponds par un geste qui peut paraître comme de l'indifférence. Mais de toute façon, peu importe qu'on l'appelle l'indifférence, le gars ou la fille dans la rue le reçoit comme un rejet, comme un jugement, comme une forme d'indifférence, et tu le fais sentir ou tu la fais sentir comme un sous-humain. Et il n'y a personne sur la Terre qui aime se sentir rejeté, non. pas plus le gars de la rue. La seule différence, c'est qu'entre lui et nous, il y a juste plus d'entraînement au rejet que toi puis moi, là, tu sais. Mais est-ce que, je sais pas si, des fois, oui, tu peux recevoir un peu des feedbacks sur des choses que tu as faites, mais moi, j'aimerais te parler, le monde est petit, OK? Ouais. Dans ton émission Fin de mois, à la saison 1, épisode 1, tu as aidé une femme qui s'appelle Karine avec ses 2 enfants à sortir un peu de la misère des fins de mois parce que des fois, c'est pas facile. On était en 2019, si je me souviens bien. Fait que c'est avant la pandémie. Eh bien, cette dame-là, moi, j'ai travaillé pendant 4 ans avec sa mère dans une épicerie de quartier et elle m'a dit récemment, on en a jasé, puis j'ai dit, je vais interviewer Jean-Marie. Et elle m'a dit, est-ce que tu savais qu'il a changé la vie de ma fille? Maintenant, on ne dirait pas qu'elle a eu de la misère en fin de mois. Elle a eu beaucoup de soutien après son passage à l'émission, notamment de la nourriture, une voiture pour se déplacer. Puis en ce moment, elle est super bien. Malgré une pandémie mondiale, là, elle va super bien. Puis c'est un geste que je voulais te dire. Le bonheur que tu as fait, là, ben, c'est immense dans la vie de plusieurs. Ben écoute, ça me touche, ça me fait vraiment plaisir parce que Karine, c'est quelqu'un qui incarne le courage de se lever le matin alors qu'elle-même a une maladie qui s'appelle la fibromyalgie, qui a des problèmes financiers, qui est difficile pour elle d'aller se chercher une job parce que c'est rare un employeur qui va donner une job à une fille qui va peut-être manquer d'une journée sur 2 de travail, tu sais. Alors quand même 2 enfants, une garde à temps plein. Et que c'est beau de voir les gens continuer à s'accrocher à vous. C'est les accros du micro, ben eux autres, c'est des accros à la vie. Ils s'accrochent à la vie, ils s'accrochent à l'amour de leurs enfants, à leurs responsabilités, alors que c'est parfois extrêmement déroutant dans ta vie quand tu sais plus où donner de la tête. Et tu sais, faut dire merci à Moi et compagnie, à Québécois, à TVA, parce qu'ils ont cru dans ce show-là. Ils l'ont développé avec nous, avec la boîte Trinom Mes Filles, avec qui j'ai fait Face à la rue, justement. Et tu vois, c'est l'effort global d'une immense chaîne d'amour. Tu sais, autant les personnes qui ont été touchées par la réalité de Karine et ses 2 enfants, ils ont eu un élan de générosité, mais ils peuvent pas découvrir c'est qui Karine s'il n'y a pas d'émission de télé. Puis moi, cette émission de télé-là, t'as beau me dire que j'ai un grand cœur, mais tu sais, le grand cœur, il est là, mais là, il est juste mis au grand jour. Parce que on est une gang, j'ai mon réalisateur, j'ai ma recherchiste, j'ai l'équipe de production, j'ai la boîte de prod, j'ai TVA, Moi et compagnie. Alors, tout ça, c'est un ensemble de personnes et de gestes qui permettent à une personne de se sortir de l'impasse et en même temps, connaissez-vous bien des gens qui accepteraient de montrer leur vulnérabilité financière? Non, pas. Ça, c'est un autre point. Absolument. La plupart des gens, on veut pas montrer les côtés où on est plus vulnérable, comme tu dis, où on va pas bien, où on en arrache puis avec l'ère des réseaux sociaux où tout est plaqué, tout est beau. On vit comme dans un monde aseptisé de toute souffrance. Alors non, c'est chapeau qu'il y ait des gens, le projet, puis qu'il y ait des gens qui ont accepté de se dévoiler dans ce contexte-là, c'est fabuleux. Exactement. Non seulement ils ont accepté, mais ils l'ont fait sans penser qu'ils allaient recevoir une tonne d'amour, d'argent, de matériel. Ah oui, c'était pas calculé. Ben non, c'est ça. Non, c'était pas calculé. Ouais. Par contre, ce qu'on nous a souvent dit, autant avec l'itinérance, parce que la personne qui est dans la rue, c'est pas facile non plus de parler de son addiction, de ses problèmes d'itinérance, puis tout ça, c'est très difficile. Alors, tu sais, mais il y a beaucoup de gens, autant dans Fin de mois que Face à la rue, les gens nous disaient, si mon parcours puis mon partage peut éviter à une autre personne de souffrir ce que moi j'ai vécu, j'ai déjà une victoire. Donc déjà là, elle avait cette victoire-là parce qu'elle avait touché les gens.
mais en plus, en retour, imagine quand l'émission est rediffusée, elle reçoit encore des cadeaux. Oui. Ben justement, il y a tout juste un an, tu as mis sur tes réseaux sociaux, je pense que c'était en mars 2021, tu as mis une vidéo où tu parlais à Étienne, le fils de Francine Ruel, qui a vécu dans la rue pendant plusieurs années et qui, au moment où tu le rencontrais, faisait des démarches pour s'en sortir. Et là, on l'a revu dans une autre vidéo 2 mois plus tard, au moment où il recevait son premier chèque de paye, alors qu'il travaillait à la mission Bon Accueil. D'abord, est-ce que tu as des nouvelles est-ce que tu as eu des nouvelles dernièrement d'Étienne? Régulièrement. Premièrement, merci d'avoir fait tes devoirs. Ça paraît que vous avez été formé à Promédia parce que c'est là que j'ai étudié moi aussi les communications. Oui, oui. On a eu la même formation, puis Promédia, ça a été une école pour laquelle je serai éternellement reconnaissant parce que maudit que j'ai eu du fun et maudit que j'ai appris. J'ai fait les deux. Donc, je pense qu'on parle le même langage tous les trois. Ben oui. Alors, oui, j'ai des nouvelles d'Étienne de par, justement, le gars avec qui j'étais hier dans la rue et André Leroux, qui est intervenant à la Maison du Père. Étienne, non seulement il y a des belles choses qui se passent de son côté, imagine-toi, il est consultant pour une série, une fiction, qui porte sur le livre que sa mère, Francine Ruel, a écrit sur la relation mère-fils avec un fils qui est dans la rue. Donc, oui, Anna et Arnaud, oui, on a rencontré, on a eu une entrevue avec Guylaine Tremblay qui nous a partagé, elle tourne dans cette série-là. Exactement, voilà, donc elle incarne le rôle de Francine Ruel. Et en plus de ça, parce que là, lui aussi, il est consultant, donc il a une job. Il y a une job. Alors, il y a son appartement, il y a une job de consultant avec sa mère pour la série, mais en plus, il y a un documentaire qui est en train de se préparer sur Francine et aussi sur sa réalité avec Étienne et avec d'autres parents qui vivent de ce genre de déchirement-là. Alors, c'est une série qui est extrêmement touchante. Donc, tu sais, il y a du beau qui se passe dans la vie d'Étienne. Mais tu sais, comme André Leroux me disait, André, c'est un intervenant à la Maison du Père. Moi, je l'ai connu, il travaillait à l'accueil Bonneau, mais tu sais, on peut sortir un gars de la rue, mais tu sors pas la rue du gars si facilement. Parce que c'est tellement ancré dans ses réflexes, dans ses comportements, que si je te disais qu'Étienne est complètement sorti de la rue, ça serait faux. Il y a encore un petit pied dans l'itinérance, mais il y a un pied aussi dans la résurrection, tu sais. Il y a un pied dans l'itinérance et un autre dans l'espérance. Tu sais, il y a quelque chose qui est en train de s'installer pour lui. Mais c'est pas facile de quitter la rue parce que la rue, c'est ses amis, c'est sa liberté, c'est tout ce qu'il connaît de plus intime depuis les 15 dernières années. C'est une survie aussi. C'était sa survie dans les dernières années. Certains survivent parce qu'ils sont dans ces situations-là. C'est une sorte de survie, là. Ben oui, c'est de la survie, il y a de la consommation, bien évidemment, puis il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes d'habitation, de logement, puis d'accès au logement. Alors, moindrement, quelqu'un qui suit l'actualité, ils ont bien vu que les maisons ont augmenté, puis les loyers tout autant. Donc, c'est très difficile pour une personne dans la rue de se trouver un appartement, tu sais. C'est très, très, très difficile. C'est même difficile pour quelqu'un qui a une job, imagine. Ben oui, l'inflation. Hein. L'inflation est épouvantable en ce moment. J'en fais des cauchemars. Ah non, c'est tout un casse-tête, tu sais. Alors, pour un gars comme Étienne, puis d'autres personnes dans une situation similaire, tu sais, quand tu as passé 15 ans de ta vie dans la rue, tu étais habitué de dormir dans des fonds de corridors, dans des fonds de ruelles. C'est des survivants, c'est des guerriers, c'est des warriors, là, nos personnes de la rue. Alors, tu sais, moi, j'avais même connu quelqu'un, je reviendrai avec ta réponse par rapport à Étienne, mais j'avais connu François qui, lui, distribuait des sandwichs dans la rue. Mais ce gars-là, il a connu 14 ans la rue. Tu sais, André, l'intervenant, il a connu 5 ans la rue, mais du jour au lendemain, tu te ramasses dans un appartement, ça se peut que tu saches pas comment te gérer. Mais non. C'est clair. Lit, une épicerie, des comptes de taxes, c'est quasiment mission impossible pour beaucoup de gens. C'est confrontant. Même de mon ami François, lui, là, 14 ans dans la rue, puis quand il a eu son premier appartement, il dormait à terre, même s'il y avait un lit. Pas capable de dormir dans un lit. C'était pas une référence pour lui. Ça a pris du temps avant qu'il puisse dormir sur un lit confortable. C'était plus sa référence. Fait que c'est toute une déconstruction puis une reconstruction à faire dans ton rapport au monde, ton rapport à la quotidienneté, ton droit aussi. Ah, mon Dieu. Qui se donne le droit de vivre ça, je pense aussi. C'est tout un processus. Puis en même temps, pour le beau Étienne, ben, il est là-dedans. Tu sais,
se trouve une nouvelle vie, mais avec une ancienne vie. Il est un peu à l'intersection entre les deux, mais au moment où on se parle, il est beaucoup mieux qu'il était il y a 2, 3 ans, 5 ans, il y a 10 ans. Ça se compare pas, tu sais. Mais Donc, c'est fabuleux. C'est des petits miracles, hein? C'est des Ben, petits miracles au quotidien auxquels on peut être témoin. mais est-ce que tu penses que, ben, heureusement, tant mieux parce qu'on en est témoin, puis c'est magnifique de voir ces histoires-là, mais en contrepartie, est-ce que tu trouves que on a besoin en tant que société de voir ça avant d'agir? Qu'est-ce que tu trouves qui manque? Qu'est-ce qu'on devrait faire davantage pour tenter d'aider les personnes en situation d'itinérance? Là, j'ai mis comme 3 questions en une, là, pardon. Ouais, c'est une question à la fois. Mais J'ai au trop de choses à on nous a dire. appris ça. Oui. Une question, une réponse, attends un peu. Donne-moi une chance avec tes Oui. nombreuses questions, mais je peux te Pardon. répondre quelque chose par André. Tu sais, André Leroux, il est dans le domaine de l'itinérance depuis des années comme intervenant. Puis, tu sais, la première chose qu'il va me dire, c'est qu'il faut, tu sais, à Montréal, on nous a dit qu'il y a à peu près une 20 000 logements de possibles, de disponibles, mais c'est sur 20 000 là, il y en a peut-être 300, 400, 500 qui sont adéquats, qui sont bien rénovés, qui sont aseptisés, qui sont salubres. Alors, il y a beaucoup d'appartements qui sont pas disponibles présentement parce qu'ils sont pas propres, sont pas bien rénovés. Ça, c'est les chiffres qu'il m'a partagés hier. Donc, autrement dit, si on pouvait passer de ces 20 000-là, et déjà la moitié, on en rend 10 000, 12 000, 15 000 accessibles maintenant, mais ça prend de l'argent. Parce que l'argent, dans l'itinérance, c'est pas juste pour servir des repas, puis c'est pas juste pour donner des vêtements, puis c'est pas juste pour donner des services, c'est de donner des budgets pour débloquer des appartements pour ces gens-là, les encadrer, parce que comme on disait tantôt, c'est pas parce que tu drops quelqu'un dans un appartement que là, il est content puis il est autonome. Non, non, non. Il ne saura pas quoi 90... faire vraiment. Là. Pardon? Il ne saura pas quoi faire. Tu le mets dans du luxe pour lui. Là. Si tu connais la rue puis tu t'en vas dans un appartement, même si c'est à coût modique, t'es pris, t'es plus dans ton confort, dans ton cocon, tu t'en vas dans la réalité de monsieur, madame, tout le monde. Mais là, oui, mais monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas de problème de santé mentale, ou s'il y a un problème de santé mentale parce qu'il y a eu une dépression ou un trouble alimentaire, whatever, la personne prend des médicaments puis elle est capable d'être autonome. Mais tu pognes un gars ou une fille dans la rue et 80% de ces gens-là ont des gros problèmes de santé mentale. Penses-tu qu'ils vont être capables de se gérer seuls? Non. Il faut développer des programmes et débloquer du financement pour encadrer. Oui, ça va demander peut-être beaucoup d'huile de bras pour qu'une ou 2 ou 3 personnes puissent avoir accès à leur logement et d'être capable de le garder. Parce que je peux te dropper une personne dans un appartement, mais 3 mois après, ça se peut qu'il n'est pas capable de payer le loyer. L'appartement est bordélique. Il y en a qui se désorganisent, là, parce que la rue, c'est leur réseau social. C'est pas Facebook pour eux autres, c'est pas Instagram, c'est la rue. Donc, si tu les enlèves de leur réseau social, de leurs racines, même si elles sont malsaines, même si ce soit déséquilibré pour une personne comme vous et moi, qu'on se ramasse dans la rue, on va virer fou. Eux autres sont capables. Écoute, il y a une 3e guerre mondiale qui explose, là. Tiens-toi avec des gars de la rue. Ils vont te dire comment survivre, eux autres. Ils savent comment. Pas mal plus que, que nous autres. Pas mal plus que vous autres, probablement, tu sais. Donc, pour répondre à ta question, je te dirais, logement, l'accès au logement, et l'accès aux services de santé mentale et hygiène corporelle, physique, pour permettre à une personne de la rue d'avoir accès à un logement, de le garder et d'y trouver aussi des nouvelles racines. Donc, c'est énormément d'argent, puis c'est énormément de programmes, mais c'est par là qu'on va arriver à, comme dit souvent la rue des femmes, on va guérir l'itinérance. Oui, ça se guérit, tu sais. C'est un petit pas à la fois, un petit geste à la fois, mais faut y croire. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que dans le bénévolat que je fais dans la rue, où toutes les personnes que je croise, qui travaillent, c'est des missionnaires de l'âme, c'est des missionnaires de l'humain, eux autres aussi y croient. Alors, il faut continuer à nourrir cette foi et cette espèce d'espérance-là, là, autant chez les personnes de la rue que les gens qui les accompagnent. On va faire un petit volet sportif, si tu le veux bien, parce que moi... grand adepte de sport, ancien joueur de football également dans mon jeune temps. Mon chandail le met, défi sportif de l'école Leblanc. Alors, on est à la bonne place. Vas-y, mon homme. Tu es un sportif aguerri, on ne se le cachera pas. Tu as fait beaucoup de disciplines sportives, mais finalement, c'est le bateau dragon qui t'a conquis. Comment c'est rentré dans ta vie, le bateau dragon? Par un hasard extraordinaire. Il y a à peu près une quinzaine d'années, je te dirais, 2004-2005, à mon anniversaire,
une de mes chums avec qui j'avais déjà fait des parties, des raves dans mon ancienne vie. Alors, on avait troqué les parties pour le sport, puis moi, je faisais du Ultimate Frisbee. Ça faisait 2 ans que je jouais. Puis, ma chum, elle me dit, écoute, moi, je viens de découvrir le bateau dragon. C'est vraiment cool. Puis, il nous manque une personne ou deux dans mon équipe. Ça te tenterait-tu d'essayer ça? Je dis à Joe, je dis, ben, c'est sûr que ça me tente. Moi, je connaissais le sport parce que j'avais des amis avocats avec leur bureau d'avocat. Ils avaient fait du bateau dragon. Je connaissais un gars quand j'avais été en Australie à 19 ans. Le petit quartier chinois où je restais, mon serveur dans mon petit restaurant préféré, il faisait du bateau dragon. Donc, je connaissais le sport, mais je l'avais jamais pratiqué. Alors, quand on me dit, ça te tente-tu d'essayer ça? Ben, écoute, je l'ai essayé. Et à mon premier coup de rame dans l'eau, j'ai eu un coup de foudre. Et je dis, tabarnak, c'est donc bien cool ça. Parce que comme toi, j'ai joué au football, mais tu sais, jouer au football, il y a des blessures, il y a des commotions cérébrales, il y a des contacts. Puis je trippais pas tant là-dessus. Moi, j'étais un receveur de passe. J'évitais les contacts. Fallait que je prenne le ballon puis je cours, tu sais. Tu vois, moi, j'étais un joueur offensif. J'étais un O-line, j'étais le centre. Fait que je t'aurais protégé, moi. Si on était dans la même génération, je t'aurais protégé, inquiète-toi pas. Tu n'aurais pas eu de blessure. Et probablement, toi, tu devais toucher au ballon pas mal plus souvent que moi, parce que c'est toi qui le snappais. Oui. Alors, à chaque jeu offensif, c'était moi qui à chaque jeu, t'étais probablement celui qui touchait au ballon le plus souvent dans toute l'équipe. Alors moi, j'ai adoré mes années au football, mais j'ai découvert dans le bateau dragon et un sport d'équipe et un sport qui n'a pas de vedette. On est 20 à ramer. On est tous importants les uns que les autres, tout aussi importants. Et j'aimais faire avancer le bateau. Puis là, je me dis, wow, ma force que j'ai, si j'apprends une bonne technique, je vais faire avancer encore plus vite mon bateau. Donc, j'ai capoté. Donc, en 2004-2005, ça a changé ma vie, ça a changé mes étés. Et de là, j'ai découvert la pirogue, qui est une espèce d'embarcation qui ressemble à un kayak avec un flotteur à côté, très populaire dans le Pacifique. Il y a beaucoup de courses de ça. Et j'ai découvert le canot-kayak. Donc moi, je te dirais... T'es dans le sport nautique, là. Les sports aquatiques, je te dirais que à partir du mois d'avril, je m'éveille à la vie. Et quand j'arrive au mois de novembre, j'ai un petit peu une petite dépression saisonnière parce que je dois ranger. Le coup de blues. Le petit coup de blues. Le mois de novembre, il ne faut pas oublier que le mois de novembre, là, c'est quand même le mois le plus déprimant. Mais c'est aussi le mois de ma fête. Fait que je me dis, merde. Il y a une chance que tu existes pour nous réjouir. Ben oui, mais c'est en fin novembre. Faut que tu attendes 28 jours avant d'être heureux. Mais tu représentes vraiment bien un esprit sain dans un corps sain, on ne se le cachera pas. Est-ce que c'est un objectif clair et ultime pour toi? Tu sais, tu le dis vraiment, tu es un passionné de sport. Il faut que tu bouges, il faut que tu t'entraînes. Puis quand tu fais rien, tu as le coup de blues. Mais oui. ton objectif, c'est vraiment un esprit sain dans un corps sain? Oui, tout à fait. Puis c'est un peu l'équilibre. Je te dirais que autant je peux déprimer à arriver au mois de novembre parce que je sers tous mes jouets favoris. Je m'en sers pas jusqu'au mois d'avril suivant. Donc, j'essaie de survivre entre les deux en m'entraînant, faisant un peu de yoga, puis vivement le travail puis le bénévolat parce que sinon, je trouverais l'hiver long. J'aime pas tellement l'hiver les sports d'hiver. Mais là, je visualise là, de soit m'acheter ou me louer un petit condo en Floride pour pouvoir m'entraîner sur l'eau. Mais esprit sain dans un corps sain, oui, ça me définit bien. C'est une quête, hein. On n'est pas juste un corps, puis on n'est pas juste une tête. C'est un heureux mélange entre les deux. Puis l'équilibre, je dis souvent à la blague, moi, je suis pas un gars équilibré qui se cherche des passions. Je suis un gars passionné qui se cherche de l'équilibre. Et belle nuance. que l'équilibre, pour moi, c'est quelque chose que je travaille à tous les jours. Alors, tu sais, autant que j'ai besoin de prendre soin de moi pour mieux prendre soin des autres, parce que si je prends pas soin de moi, je serai pas capable d'aider quelqu'un d'autre. Je vais être en survie. Alors, pour moi, à la base, plus je prends soin de moi, plus j'apprécie la personne que je suis, plus je fais des choses qui sont saines pour moi, plus j'ai du gaz pour pouvoir aider d'autres, travailler sur d'autres projets qui impliquent l'autre être humain, que ce soit professionnel ou dans le bénévolat. C'est le même geste, c'est la même intention, c'est juste qu'il y a une caméra ou il y a un micro qui différencie les activités de l'un et l'autre. Moi, j'aime bien, dans les accros du micro, compter des anecdotes. J'ai juste 26 ans, mais j'ai quelques bonnes histoires. Et j'ai pensé à une, quand on s'est dit, je vais interviewer Jean-Marie, je vais te poser cette question. J'aimerais ta réaction à chaud, OK? Parce que c'est une situation, je l'ai contée à Véronique, puis elle ne comprenait pas trop vraiment que ça existe, ce genre de personne-là. J'aime
aller au baseball. Avec mon père, j'y vais de 2 à 3 fois par année avant pandémie. Et on se retrouve à Philadelphie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va voir du baseball, une série ou 2 petits matchs seulement, pour après ça, faire le tour de la ville. Et en allant autour de la ville, on a vu des monuments municipaux qui, sur les côtés, mettaient des pics pour éviter qu'un itinérant mette son matelas, son sac de couchage sur le côté et rester. Mais, par exemple, dans la ville, il y a monsieur, madame, tout le monde avec des chandails de bénévoles pour aider ces personnes-là. On s'entend, c'est 2 mondes carrément différents. Comment tu vois ça? Imaginerais-tu ça à Montréal? Qu'à côté de l'hôtel de ville, boum, des pics pour éviter. À côté d'une banque, boum, des pics. Où ils vont aller où, ces itinérants-là? Mon père, lui, il était dans tous ces états quand c'est arrivé. Avec raison, puis tu sais, ton père, bon, les gens le savent peut-être pas, Oui, mais tu sais, moi, ton père, Denis, ce que j'ai aimé beaucoup quand il avait été maire de Montréal, c'est qu'à côté de son bureau, à l'hôtel de ville à Montréal, tu as le métro Champ de Mars, qui a été en rénovation pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Et de cette station-là, au-dessus, il y a comme une forme de mezzanine à air ouverte. Alors, il y avait beaucoup de personnes de la rue qui avaient élu domicile, là. Oui. Mais il n'y a pas de toilette, là. Pas de toilette dans le métro, il n'y a pas de toilette, là. Ben, Denis avait fait installer des toilettes chimiques avec l'aide de l'accueil Bonneau, d'autres ressources. Et même l'accueil Bonneau envoyait des émissaires, des intervenants qui allaient voir à tous les jours que les gars et les filles qui étaient là 12 mois par année, là, par les moins 40 puis par les plus 30. Donc, on s'entend que c'est des extrêmes extrêmement difficiles à supporter pour un corps humain. Mais il y avait des intervenants qui allaient voir comment se comportaient ces gens-là et s'assurer que, ben, tu sais, s'il y avait de la consommation, ben, qu'ils n'étaient pas tout seuls puis qu'ils n'étaient pas en situation d'overdose. Parce que ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Puis on parle même pas encore du fentanyl puis de l'autre scrap qui circule dans la rue. Mais je trouve ça épouvantable. C'est comme si on disait dans la ville, il y a nous et il y a eux. Eux étant les personnes de la rue en situation d'itinérance. Mais ajoute les nouveaux arrivants, ajoute les communautés culturelles différentes, ajoute des personnes comme on a pu voir dans la fin de mois qui vivent de la difficulté financière. C'est pas des eux. Il y a juste un nous. C'est nous tous. Il y a un nous. Il n'y a pas... Il n'y a pas de sous-classe, là. Non. Alors, je comprends que quand tu as un événement magistral dans une ville, et là, il va y avoir énormément de tourisme, ben, on a peut-être honte de notre mauvaise gestion, dans le fond, parce que j'ai pas honte du gars de la rue qui quête dans la rue puis qui dort dans son sleeping bag en plein cœur de la ville. Non, c'est pas de la honte. C'est comment ça se fait, esti, qu'en 2022, il y a encore un gars qui est dans la rue. Et c'est correct dans le sens que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller dans les ressources. C'est un autre débat. Il faut respecter que le gars ou la fille qui veut pas aller dans les ressources, ben, il a le droit de pas aller dans les ressources. Mais en même temps, je me dis, on peut-tu aménager des endroits pour ces gens-là et s'assurer qu'il y a des travailleurs de proximité qui vont les voir, qui vont voir leurs besoins et qui les accompagnent là où ils sont, pas là où je pense qu'ils devraient être. Ouais. C'est là la grosse nuance. Les vrais accompagnateurs que j'ai rencontrés dans la rue, ils accompagnent dans le non-jugement selon les besoins de la personne au moment où elle est présentement. Ben, même si le gars ou la fille a déjà payé des taxes, a déjà eu une job, il a déjà eu une maison, il est plus là. Et ça se peut qu'il ne retrouve plus ça. Mais présentement, c'est quoi son besoin? Ben, eux autres, là, ils sont super bons dans la réduction des méfaits. C'est-à-dire que si le gars veut consommer, il n'y a personne qui va l'en empêcher. Mais on peut-tu lui donner une seringue propre? On peut-tu lui donner du matériel propre? On peut-tu faire en sorte que quand il va shooter, ben, il va le faire sous une supervision médicale. De façon sécuritaire, non jugeante, de façon sécuritaire, pour pas qu'il tombe dans une overdose. C'est ça qu'on veut faire. Et ça, pour moi, il n'y a pas le de eux et nous. Nous. Nous, c'est tout le monde. C'est tout le monde. On aime ça, nous autres, terminer notre émission avec une espèce de question impossible. Disons là que c'est cruel, là. C'est impossible. Je me dissocie de cette question. Non, c'est pas vrai. Non. Toi, Véronique, puis ose. Ah, j'ose, inquiète-toi pas. J'ose. Non, mettons que tu peux juste t'occuper ou t'associer à une seule cause ou t'impliquer dans une seule cause. De toutes les causes que tu fais, laquelle choisirais-tu? Je sais que c'est pas le fun comme question. Alors, moi, en tant qu'ex-étudiant de Promédia, en fait, je suis un promédien pour le restant de mes jours. Alors, pourquoi tu me poses cette question-là?
Parce que c'est notre segment, la question impossible, mais t'es pas obligé de répondre non plus. Comme j'ai dit, c'est cruel comme réponse. Tu peux pas répondre à ça. De me limiter à une seule cause? Ouais. C'est pas fin, hein? Non, On attends est une minute. cruel. Non, c'est intéressant. Tu sais, si on décortique, je suis intéressé, impliqué avec les personnes handicapées. Donc ça, c'est tough à m'en dissocier. Ça fait 20 ans que je suis là. Je suis impliqué avec les troubles alimentaires à Québec. Ça fait partie de mon ADN. Je peux pas renier ça. L'addiction, ça fait partie de mon ADN de ma vie. Je peux pas la renier. La pauvreté, l'itinérance, ce sont toutes des causes qui sont devenues un cheval de bataille. Pour moi, c'est important. Alors, si j'avais une cause, je pense que je militerais pour l'harmonie intérieure. Tu vois? Finalement, C'est il y a une fabuleux. réponse à ta question. Oui, Parce mais que je pense que ça tout touche rejoint. à tout. Ben absolument, absolument. Ouais. C'est que ça peut être, on peut l'attribuer à tout le monde peut en tirer un enseignement qui peut être utile dans toutes les autres causes qui tiennent à cœur. Ben, Tu vois, parce que la paix intérieure, l'harmonie intérieure, si je regarde les gens qui ont un handicap, il y en a qui sont super en paix, mais ils sont en paix. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un sens à leur nouvelle vie sans leurs membres, sans leur accident, sans leur capacité d'être, comme je pourrais dire, comme avant. Pour des gens qui ont un handicap quelconque. Une limitation, ouais. Une limitation quelconque, une limitation fonctionnelle. Donc, je connais beaucoup de gens qui ont une trisomie 21. On a beau dire, les gens qui ont une trisomie, c'est des gens qui sont dans l'instant présent, qui sont heureux, qui nous font des câlins. Oui. Il y en a beaucoup, par contre, qui ont des dépressions. Il y en a beaucoup qui pognent des dents. Donc, si tu leur amènes l'harmonie intérieure, si tu leur amènes une raison de vivre, une raison de se sentir utile et de se sentir qu'ils peuvent rendre service et non pas juste dépendre de la société, comme dans beaucoup de cas, malheureusement, ben là, tu viens de régler quelque chose. C'est la même chose avec l'addiction. Si tu amènes la paix intérieure à un gars qui a un problème de coke, il ira pas se geler s'il est en paix. Absolument. Puis notre paix intérieure va rejaillir sur les autres aussi. C'est ça qui donc je pense que si j'avais à choisir une cause qui englobe pas mal toutes les souffrances, ça serait probablement cette espèce d'harmonie intérieure. Mais c'est drôle. Attends, on va jouer à un jeu. OK, maintenant, on va jouer à un jeu. Bon. Je vous donne une baguette magique. OK. Vous avez le droit de réaliser chacun 3 vœux. Seulement 3. C'est quoi? Vite de la question impossible, ça se revire de bord sur la ouais, hein? Mais c'est drôle parce qu'on l'a fait. On va réenchérir. On l'a fait dans une émission, une de nos émissions, c'était notre question impossible à nous qu'on s'est fait dans un débat, trois vœux à exaucer. Je vais essayer de me rappeler qu'est-ce que j'avais dit. Toi, tu te souviens-tu de ton passage? Moi, c'était un peu... Désolé, là, c'est moi, me, myself and I, mais c'était pouvoir voyager gratuitement et à n'importe quel moment. C'était pouvoir aussi comprendre et parler toutes les langues. Parce que c'est sûr, si tu t'en vas dans un pays, exemple la Suède, ben, il faut comprendre qu'est-ce que le monde dit si tu veux commander ou aller au Ikea, parce que tout le monde sait que la Suède, c'est Ikea. Non, pas du tout. Et c'est avoir un pied à terre à San Francisco. Parce que moi, j'adore la Californie, ben, principalement San Francisco, parce que je suis un grand adepte des Giants de San Francisco, des Warriors de Golden State, puis ils ont des pas pires équipes de football et de hockey. Mais ça, tu t'en souviens bien de tes 3, c'est bon. Moi, pendant que tu parlais de ta parole, je cherchais. Il y en a dans le studio. C'est bon, Alex. Oui. D'ailleurs, un de mes 3 vœux, tu l'as dit, les langues universelles, parler toutes les langues. Pour comprendre tout le monde. Moi, j'avais, si je me souviens bien, puis je vais le conserver, avoir une indépendance financière pour gâter mes proches et aider autrui pour partir des projets justement qui vont venir en aide aux gens. Puis c'est ça, pas pour, comme j'avais expliqué dans l'émission, pas une indépendance financière pour être dans l'abondance ou dans la luxure du tout. C'est de pas avoir à travailler, avoir un gagne-pain qui me permettrait justement de faire des projets puis d'aider autour de moi. Il y avait... Éradiquer... j'ai frappé mon tour. Il y avait éradiquer les maladies. Ben, oui, mais après ça, on avait je m'étais ciblée davantage sur éradiquer la souffrance, la souffrance humaine. Si on pouvait enlever la souffrance humaine de toutes sortes... Wow. C'est très utopique, mon affaire. La prochaine, je me rappelle. Moi, je me souviens même pas, moi, le 3e. OK. Colin, comment ça? Je vais te dire une phrase, puis tu vas t'en souvenir, OK? Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est Véro. Ah, avoir un pouvoir spécial pour voler. Voler. Oui, avoir un pouvoir, un super pouvoir. Voler, comme ça. Ben, écoute, c'est tellement drôle parce qu'à 2, là, vous avez pas mal les mêmes 3 que moi. Bon. Moi, j'avais d'atteindre l'éveil, d'être un être éveillé, OK?
Ouais. de pouvoir parler toutes les langues pour Ben, que c'est je drôle puisse comme- enseigner comment atteindre l'éveil Ah, et avoir c'est comme relié. super pouvoir le pouvoir de guérir. Ah, ben t'as ça, enlevé c'est la vrai. sphère On est horaire, vraiment Hein, tous on est dans la dans le même même tal. sphère. Oui. Pro média, man! Oui. Pro média! On rush! Fait que si quelqu'un trouve la fameuse lampe magique, on va se parler parce que ça va valoir la peine. Nos vœux vont tous voyons, s'interconnecter. Oui, Mais On mais est dans l'interdépendance. Voilà. C'est merveilleux. Hey, Ben, bravo, gang. C'est comme ça que ça finit? oui, merci Ben. énormément, Jean-Marie. Ça a été bon. un plaisir sincère de te rencontrer, d'un, et de deux, d'avoir la chance que tu nous aies donné tout ce temps-là. C'est mémorable pour moi, honnêtement, très sincèrement, très moi, mémorable. Je rajouterais, s'il faut partir une fondation, la boule du bonheur, si c'est pas pris, ça serait intéressant. Moi, je dis ça, je mets ça, comme un cheveu sur la soupe. La boule du Non, mais bonheur. c'est bon, puis en même temps, comme slogan, tu peux très bien dire, prendrais-tu une petite boule de bonheur? Ben oui, tu vois, c'est Ah, tout mais seul. Ça te Pourquoi on ne tenterait-tu, part pas? ça? Une petite boule de bonheur. Ben oui. À tout bientôt. Merci beaucoup, Jean-Marie. Ah, merci, je vous embrasse. Merci pour ce beau moment-là. Longue vie aux accros du micro. Merci. Je trouve ça vraiment ressourçant de parler avec Jean-Marie Lapointe. Très heureuse de cette belle rencontre. Il nous a donné du temps de qualité en plus. Merci à vous et continuez de vous abonner. Comme on dit, la petite famille s'agrandit. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour notre émission hebdomadaire. Et maintenant, les jeudis, 16h pour les entrevues avec les personnalités publiques. Sur ce, Bye.